Si. Bon, pendant que le partage d'écran va se faire, je vais lancer l'introduction. Donc, mes chers confrères, chers amis, je suis contente de vous retrouver. On n'est pas encore en présentiel, mais bon, on arrive quand même à se voir. Je trouve ça très sympa, moi, qu'on puisse faire une formation transversale. Je dis merci à Didier Lotz au passage, puisque c'est lui qui a eu l'idée. Effectivement, initialement, je devais intervenir sur l'audit dans le cadre de la transmission et de la cession d'entreprise, qui est un de mes dadas, et j'avoue que j'aime beaucoup. Et puis, en parlant avec Florence et avec les membres du bureau, on a considéré qu'il était plus adapté et plus opportun de parler de cet audit post-Covid. Alors, d'abord, bienvenue à tous les membres de l'ADA qui sont présents. Et puis, je trouve que c'est sympa que cette formation soit ouverte aux deux barreaux et aux deux associations. Là, aujourd'hui, on va commencer par parler de ce thème. C'est en fin de compte la façon de travailler avec avocat expert comptable, qui est un couple auquel moi je crois depuis des années, parce qu'effectivement, c'est un couple indissociable. Et quand on ne veut pas jouer le jeu, c'est un couple qui n'est pas au service de l'entreprise. L'expert comptable et l'avocat sont les deux conseils essentiels de l'entreprise. L'expert comptable est souvent en amont, et on le regrette assez souvent d'ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, l'intervention de Kevin, que je connais depuis longtemps, et avec lequel j'ai l'habitude de travailler, donc Kevin est associé dans le cabinet Ruff et Associés, qui est un des plus gros cabinets indépendants. Il y a quelqu'un qui parle là? Il se passe quoi? Alors attendez, on va juste vérifier les... Voilà, si tout, parce qu'on accepte au fur et à mesure des entrants, donc il faut à chaque fois ou leur dire de couper le micro, mais on ne va pas pouvoir forcément s'interrompre, ou on va couper le micro, sachant que les questions seront à la fin de l'intervention. Hein. Donc voilà, travailler ensemble, je pense que c'est déjà, de façon générale, c'est indispensable. En cette période de crise sanitaire, ça l'est encore plus, puisqu'il y aura vraiment une corrélation entre les deux professions qui vont être aux côtés des entreprises qui vont, à mon avis, traverser une crise extrêmement compliquée. Bien que beaucoup de mesures ont été prises, je pense que le plus dur nous attend, et on attend... donc, je parlerai aussi de procédures collectives, parce que c'est pour ça que l'intervention est vraiment transversale aujourd'hui, parce qu'on va partir du droit du travail et on va arriver au droit des contrats, parce que là aussi c'est important, dans le restructuring et dans les renégociations des contrats. Et je me suis attachée à faire une intervention qui va répondre à des questions purement pragmatiques, parce que pendant très longtemps, on a entendu beaucoup de choses depuis le début, notamment par les politiques qui disent des choses qui ne correspondent pas. Moi, mon cabinet, on a travaillé sur toutes les ordonnances qui ont été rendues. On a fait des fiches techniques pour nos clients et on a essayé de faire des webinaires régulièrement pour les tenir informés de tout ce qui avait lieu de faire et qu'ils ne soient pas désinformés par les médias, qui je trouvais un peu au-dessous de tout, mais ça c'est encore autre chose, et qui du coup, il y a plein de questions qui se posent. Moi, j'ai des clients qui me disent, on a entendu que ce n'était pas possible de licencier si on avait l'activité partielle. Si on est éligible au PGE, on ne peut plus licencier pour motif économique. Donc, il y aura aussi tout un volet ultra pragmatique. Dernière chose, comme il y a les avocats d'affaires, bon, certains font du droit du travail, certains ont des doubles appartenances aux deux réseaux, certains pas. Donc, j'ai fait dans le PowerPoint un volet sur le licenciement économique avant la crise sanitaire, sur lequel je ne vais vraiment pas m'attarder, mais au moins les confrères qui n'ont pas, je dirais, les notions que vous pouvez avoir dans l'association droit social, bien évidemment, ils vont pouvoir l'avoir et le récupérer, sachant que, bien évidemment, le PowerPoint a été envoyé à Florence et qu'elle pourra le mettre en ligne sur le site et le diffuser. Alors, comment va s'organiser cette intervention? En premier lieu, c'est effectivement Kevin qui va prendre la parole en amont pour le diagnostic préalable de l'expert comptable. Oui, il va vous expliquer effectivement comment on va régler les problèmes et comment il va lui les diagnostiquer et comment il va travailler avec les avocats. Après, on va parler du licenciement économique durant la crise sanitaire, les autres leviers de restructuration et quelles procédures collectives envisager en cas d'anticipation de cessation des paiements. Il y a une mesure, et vous le verrez, hein, ça fait une slide à elle toute seule alors que ça fait 2 lignes, où je crois que tout le monde n'a pas bien vu l'importance du gel de l'état de cessation des paiements. Donc, effectivement, je pense qu'il était important, même si là on est vraiment dans le droit des affaires, plus dans les procédures collectives, mais ça rentre dans le droit des affaires, d'attirer votre attention là-dessus et de pouvoir échanger sur ces problématiques qui sont importantes et dont nous allons juste commencer à vivre le démarrage. Donc, Kevin, je te remercie d'avoir accepté de faire ce PowerPoint et de faire cette intervention avec les avocats. Là, tu as devant toi donc une 55 avocats, soit qui appartiennent à l'association des avocats en droit social, qui est une association départementale qui regroupe le barreau de Nice et le barreau de Grasse,
soit l'association des avocats d'affaires, qui est également une association départementale qui regroupe là aussi barreaux de Nice et barreaux de Grasse. Donc, je te laisse commencer et je reprendrai la parole après. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marielle pour cette petite pression sur le nombre d'avocats en face de moi pour cette présentation. Je te remercie d'ailleurs pour ta sollicitation pour participer à cette formation et je remercie vos deux associations pour cette invitation. Comme le disait Marielle, et c'est le contexte dans lequel elle m'a demandé d'intervenir, je n'ai aucune prétention sur le fait de donner une partie technique, un volet technique à cette formation, mais plutôt pour travailler sur la façon dont peuvent collaborer nos deux professions en ces temps, je pense, inédits de crise et aujourd'hui de reprise. Donc, le contexte est évidemment la sortie de ce confinement qui a été une période d'urgence absolue pendant laquelle vos cabinets, nos cabinets n'ont fait que travailler sur des mesures d'urgence pour pouvoir sauver les entreprises à très court terme. Alors, dans les mesures d'urgence prises, les quelques-unes que je vais citer, c'est les nombreux décalages de paiement de charges sociales, charges fiscales, emprunts, crédit bail, loyer, et évidemment la mise en place du PGE, qui est quand même un élément central du sauvetage des entreprises qui a eu lieu ces dernières semaines. On va passer à la diapositive suivante. Alors, aujourd'hui, notre rôle en tant qu'expert comptable, maintenant que l'urgence immédiate a été gérée et que on commence à avoir un petit peu plus de visibilité sur la reprise de l'activité, notre travail aujourd'hui en sortie de confinement va être de faire un état des lieux de ces quasiment 3 mois d'arrêt d'activité. Et pour cela, pour nous, il est évident de travailler sur l'établissement de situations comptables arrêtées à la date la plus proche possible, qui vont nous permettre de mesurer les pertes sur la période de crise. Cela va aussi nous permettre de lister l'ensemble des dettes contractées par la société, puisque c'est vrai qu'on a assez facilement l'information sur les dettes fiscales, sociales contractées, sur le PGE, mais si on ne rentre pas dans ce travail de situation comptable, on peut rater un certain nombre de dettes fournisseurs, notamment, qui auraient pu être contractées. Donc, notre premier travail aujourd'hui, c'est un état des lieux le plus précis possible sur la situation réelle de la société en sortie de confinement avec cet arrêt net d'activité. Un des points aussi sur lesquels on va travailler, qui n'est pas forcément on va dire la première évidence, c'est l'analyse du risque client et des créances en cours. Puisque c'est assez inédit, je pense, comme crise sur le fait que tout le monde, n'importe quelle entreprise, a été impactée dans cette situation. Personne n'est à l'abri aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une attention particulière à porter de la part de toutes les entreprises sur leurs encaissements et leurs postes clients. Et c'est là que commence la collaboration active entre experts comptables et avocats, puisque sur ce volet-là, je considère que les clients, on va les orienter au maximum vers leurs conseils, leurs avocats, pour pouvoir, si nécessaire, procéder au recouvrement des créances. Je précise aussi que le timing me semble important sur ce sujet. Alors, c'est peut-être contradictoire, puisqu'il y a quand même une volonté de solidarité en ce moment, et je la partage. Pour autant, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui, pour un certain nombre, ont reçu leurs prêts garantis par l'État et qui potentiellement ont la trésorerie aujourd'hui pour payer leurs dettes courantes. Donc, si je me positionne en conseil client, je pense que c'est le bon moment pour avoir de fortes actions sur le recouvrement de leurs créances. Donc ça, c'est une des premières actions à mener suite à cet état des lieux. Et évidemment, le dernier point là, sur l'état des lieux que l'on peut faire, c'est d'analyser et d'accompagner les clients dans leur reprise d'activité, notamment en vérifiant la mise en place des mesures sanitaires indispensables et le respect des obligations. Et je pense notamment, et c'est là qu'une fois de plus la collaboration est importante, c'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Là, je pense que des interventions sont indispensables en ce moment.
Donc, une fois cet état des lieux réalisé et qui nous permet de mesurer surtout l'ampleur des dégâts, notamment au niveau des dettes créées par nos différents clients, eh ben, on va commencer à se projeter. Alors, évidemment, la première difficulté sur cette projection et les objections que peuvent nous présenter les clients, c'est l'incertitude totale sur le niveau d'activité. Sur certains, c'est plus facile que sur d'autres, mais quand bien même il est difficile de se projeter, et j'entends parfaitement que les hypothèses retenues sont assez aléatoires, pour autant, l'exercice me semble indispensable aujourd'hui de retenir plusieurs scénarios de chiffre d'affaires, des activités, pour pouvoir commencer à prendre des décisions. Puisque, et je pense que c'est l'objectif de tous aujourd'hui, plus on va anticiper une situation difficile, plus on pourra prendre des actions efficaces et mieux on s'en sortira. Donc, je pense que cet exercice aujourd'hui de prévision est indispensable. Donc, notre travail aujourd'hui en tant qu'expert comptable, ça va être de pousser les clients à faire cet exercice de prédiction avec un prévisionnel d'activité sur 3 ans. Je mets 3 ans, ça peut être plus court, plus long, peu importe. Et dans ce prévisionnel, un volet peut-être à plus court terme avec une prévision de trésorerie détaillée, aller au plus long sur les 12 prochains mois, qui va permettre de s'assurer de la pérennité de la société à court terme, hein, avec l'intégration des dettes qui doivent être remboursées rapidement. Et là, je vise évidemment toutes les dettes fiscales, sociales, fournisseurs. Et cela permet d'arbitrer aussi de bien utiliser le PGE, puisque je vous rappelle que les dettes sociales notamment, on n'a pas des délais extrêmement longs pour les rembourser. Donc aujourd'hui, il y a une vraie question à court terme de possibilité de remboursement de ces dettes. Et c'est vrai que de faire cet état des lieux et de bien maîtriser de cette trésorerie et de ce niveau de dette, ça va aussi permettre, entre guillemets, je précise, de choisir la façon dont on va utiliser son PGE. Et c'est vrai que dans des situations de tension et de crise, le cash va faire la différence et il va être important de bien accompagner les clients dans ces choix-là. Donc, le reste du dossier prévisionnel va nous permettre d'analyser dans un second volet et sur un second timing, quelque part, une vision un peu plus moyen terme pour intégrer la notion de remboursement du PGE. Puisque, comme vous l'avez peut-être constaté, beaucoup d'entreprises ont fait des PGE, parfois pour des montants significatifs. N'oublions pas que nous avons pu monter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, ce qui, dans certains cas, représente beaucoup d'argent. Cet argent sauve les entreprises à court terme, mais il va bien falloir que toutes les entreprises se positionnent pour pouvoir un jour rembourser ces sommes-là. Je rappelle, même si vous devez bien avoir ces sujets en tête, qu'il y a une année sans aucun remboursement et que dans un an se posera la question des modalités de remboursement avec un délai compris entre 1 et 5 ans, enfin, soit immédiatement, soit sous 1 à 5 ans du remboursement du PGE. Alors, on n'a aucune visibilité aujourd'hui sur la façon dont les banques vont gérer ça. On suppose que les entreprises vont avoir une liberté de choix sur cette durée, je l'imagine, mais on n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité non plus sur le taux qui va être appliqué sur les 5 années de maximum de remboursement. En tout état de cause, l'entreprise doit d'ores et déjà, à mon sens, se positionner sur sa rentabilité future et sa capacité future à faire face à son remboursement pour, si nécessaire, prendre les mesures d'ores et déjà ou dans les prochaines semaines pour améliorer ces éléments-là et pouvoir faire face au remboursement des prochains mois. Voilà, sur ce point, on peut passer à la diapo suivante. Alors, une fois qu'on aura réalisé donc cet état des lieux plus ces projections à moyen terme, eh bien, on va rentrer dans la mise en place du plan d'action. Alors, je vais citer les quelques leviers qui me paraissent être à disposition. Évidemment, ce n'est jamais exhaustif, mais ça nous donne un certain nombre de pistes. Alors, je commence par la réduction des frais généraux. La réduction des frais généraux n'est évidemment pas une nouveauté, mais disons que, vu le contexte, il va y avoir un regard peut-être encore plus précis sur ce sujet, avec notamment des réflexions stratégiques de peut-être malheureusement, alors, ou différer certaines dépenses, ou réduire, ou pourquoi pas
je pousse un peu, mais les augmenter si c'est dans une vision stratégique différente pour développer quelque chose qui permettrait de saisir un nouveau marché. Deuxième sujet, et qui est prépondérant, notamment sur le marché de la Côte d'Azur, avec beaucoup d'activités autour des prestations de services, l'ajustement de la masse salariale, hein, ça représente souvent entre 30 et 50% des structures de coûts des entreprises. Donc, comment ne pas se poser la question sur cette dépense-là, on va voir un petit peu après. La restructuration de la dette bancaire, puisque les banques ont des engagements qui ont été de fait augmentés par le PGE. Alors certes, il y a une garantie en face de l'État, mais je pense que les banques, dans les prochains mois, vont être sensibles à la façon dont les entreprises vont gérer leur dette bancaire. Alors là, j'ai rajouté un petit point, parce que c'est un point de détail, mais qui me paraît parfois intéressant à analyser. C'est que là, un des leviers qu'on peut utiliser immédiatement, c'est par rapport aux projections sur la rémunération du dirigeant. C'est vrai que la mise en place du prélèvement à la source nous permet aujourd'hui de réduire assez vite la voilure concernant les dirigeants. Si par la force des choses, ils ont été amenés à réduire leur rémunération, il me paraît important d'ores et déjà de réduire les cotisations sociales de l'année en cours et de réduire le prélèvement d'impôt sur le revenu. Beaucoup de dirigeants ont décalé leur prélèvement d'impôt sur le revenu des 3 mois qui viennent de passer. Or, l'administration fiscale, comme les organismes de sécurité sociale, vont réclamer leur dû à partir de juin ou juillet. Donc, il me paraît important sur ces sujets d'analyser la rémunération des dirigeants et pourquoi pas d'adapter tout de suite le montant de leur prélèvement, puisque, comme vous le savez, et je suis sûr qu'à titre personnel, vous maîtrisez bien cet exercice, il y a un vrai cercle vicieux entre les revenus, l'impôt sur le revenu qui augmente, qui oblige à augmenter encore ses revenus, etc., etc. Donc, l'objectif aujourd'hui, grâce au prélèvement à la source, c'est tout de suite couper ce cercle vicieux et de réadapter la situation. Alors, on va faire un focus avec Marielle, et c'est ce qui va en fait… ma présentation était vraiment une introduction, j'ai envie de dire, générale sur notre approche en tant qu'expert comptable. On va faire un focus désormais sur les dispositifs qui nécessitent plus particulièrement la collaboration du couple expert comptable avocat. Alors, on va analyser donc la partie gestion de la masse salariale, analyse des loyers et assurances, et mise en place de procédures amiables ou judiciaires. Donc, on va commencer par l'aspect gestion de la masse salariale, puisque nous, quand on va faire ces projections avec nos clients, vont se poser deux alternatives, alors qui vont être affinées par Marielle Valicki ensuite, sur quid de la poursuite du régime de l'activité partielle et comment intégrer ça dans nos projections. Et deux, le fameux sujet de la réduction personnelle du personnel et des licenciements économiques, avec de notre point de vue, de mon point de vue d'expert comptable, de véritables incertitudes dans les prochaines semaines, avec beaucoup de questions de clients, puisqu'ils nous ont déjà commencé à nous interroger sur la gestion des licenciements économiques, et on va avoir grandement besoin de vous tous avocats pour répondre à ces questions et mettre en place ces procédures. Alors, le premier sujet, donc sur la poursuite de l'activité partielle. Je ne vais pas ici vous faire une présentation de ce régime-là parce que je crois que vous le maîtrisez sur le bout des doigts et que vous y avez déjà beaucoup travaillé. L'interrogation que nous allons avoir, c'est quelle pérennité pour ce régime? Puisque, comme vous savez, le régime de l'activité partielle, bien que moins avantageux dans son dispositif classique, existait avant, existera après et me semble pouvoir être utilisé. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur la pérennité du régime dérogatoire, sauf dans certains secteurs précis, mais sur les autres secteurs, sauf si vous avez une information, je suis preneur, mais je n'ai pas de visibilité sur la pérennité de ce régime dérogatoire. Donc, ce qu'on va certainement proposer aux clients sur nos projections, c'est si on doit intégrer de l'activité partielle, c'est de l'intégrer sur son régime de remboursement, notamment antérieur. Donc, à savoir
les fameux, alors c'était le chiffre exact, 7,74 de l'heure, je crois, qui était passé à 8,03. Donc, on va sûrement se projeter, nous, de cette façon-là et pas dans son régime actuel. Mais ce sujet de l'activité partielle par rapport au licenciement économique nous paraît central, puisqu'aujourd'hui, la problématique du licenciement économique pour nos entreprises, c'est, à mon sens, stratégiquement, les entreprises n'ont pas intérêt à se démunir et à se séparer de leurs forces vives et de leurs talents, puisque vous savez aussi bien que moi que perdre des collaborateurs de qualité aujourd'hui, qui sont formés, qui sont imprégnés de la culture de l'entreprise, c'est compliqué de les retrouver plus tard. Donc, j'ai plutôt tendance à accompagner les clients dans cette logique de maintien au maximum de leurs effectifs. Malheureusement, si l'économie générée par l'activité partielle n'est pas suffisante ou si l'entreprise n'a pas du tout de perspective de reprise, il faudra évidemment envisager le licenciement économique. Et c'est sur ce sujet que je vais pouvoir passer la parole à Marielle, qui va nous éclairer sur la possibilité d'aborder ce genre de procédure dans cette période incertaine. Merci Kevin. Alors, avant de rentrer dans le thème du sujet, je voulais juste dire qu'effectivement, comme on a les deux associations, j'ai fait, parce que nous, le licenciement économique, on connaît bien. Donc, j'ai quand même fait un PowerPoint sur le licenciement économique avant la crise, sur lequel j'irai extrêmement vite, mais qui pourra servir de support à tous ceux qui en ont besoin. Et bien évidemment, je pense qu'il est le plus intéressant, c'est de rentrer dans le licenciement économique, que ce soit individuel ou collectif, pendant cette crise, avec les textes applicables. Et comme ça, vous aurez le support papier pour ceux qui en ont besoin. Et nous, on parlera vraiment des problématiques de la crise sanitaire aujourd'hui, que le droit rencontre dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Alors, le rappel sur l'état d'urgence sanitaire en termes de réglementation. Vous le savez, l'état d'urgence a été déclaré le 23 mars 2020 par la loi. Cet état d'urgence a été prolongé jusqu'au 10 juillet par la loi du 11 mai 2020. Et donc, les mesures exceptionnelles liées à l'état d'urgence sont donc envisageables jusqu'au 10 juillet. Ça, c'est la première chose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même attirer votre attention sur les accords de performance collective qui me semblent intéressants et une alternative qui pourrait exister au licenciement. Alors, c'est l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui est relative au renforcement de la négociation collective qui a prévu que l'employeur pouvait conclure des accords de performance collective. Honnêtement, je ne sais pas si vous en avez fait beaucoup, mais en tout cas, je pense que là, c'est le moment de suggérer ce genre de solution à nos clients. Donc, ces accords, vous savez, ont vocation à répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise tout en préservant et développant l'emploi. Là, on ne va pas dans le développement, on va dans préserver l'emploi. Pour ce faire, ils permettent d'aménager la durée du travail, la rémunération de salariés et de permettre à l'entreprise d'adapter ses ressources aux réalités conjoncturelles actuelles. Et là, on le voit par exemple dans le service de la restauration, d'hôtellerie, de tourisme de façon générale. Je pense qu'on va continuer à avoir des mesures spécifiques, tant sur l'activité partielle que notamment sur ces accords de performance collective. Alors, ils ont déjà été utilisés et envisagés par de nombreuses entreprises. Alors, c'est des grosses entreprises, je vous donne des exemples, c'est Ryanair, c'est De Richebourg, c'est les sous-traitants d'Asso, ou c'est encore l'équipe. Pour autant, c'est aussi applicable à d'autres entreprises et pas seulement à des entreprises cotées. Et donc, quelques thèmes, c'est juste, je vais essayer en fin de compte pendant toute mon intervention, à part sur la partie théorique, un peu trop d'ailleurs à mon goût, sur le licenciement collectif ou individuel que vous connaissez, d'apporter des plus-values à ce qu'on connaît déjà et d'apporter en tout cas moi, et ça sera sujet à discussion, il n'y a pas de problématique, mais de partager avec vous les astuces qu'on a pu mettre en place puisqu'on a chacun nos clients. Et le but, c'est qu'éventuellement, pour vos clients qui sont les autres, eh bien, vous puissiez soit trouver de nouvelles niches, parce que les choses vont être compliquées pour les avocats. Vous avez eu les chiffres du CNB. Donc, on est 39% de la profession à être en grande difficulté ou qui envisage l'arrêt de l'activité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même si on est des professions libérales, même si on est des individualistes, même si, je pense qu'il va falloir être super solidaire. Et même si j'ai un peu brillé par mon absence ces dernières semaines auprès de votre association, la preuve de ma solidarité, elle sera aujourd'hui dans toutes les astuces qu'on a trouvées, tous les associés du cabinet, et que je partage avec vous. Voilà. Donc, ces accords de performance collective vont permettre à l'employeur de jouer sur plusieurs leviers, et surtout sur le montant de la rémunération, dans le but, évidemment, toujours d'éviter des licenciements massifs. Donc, effectivement, on va demander aux salariés de faire quelquefois des efforts, on a marqué le terme de sacrifice, mais de gros efforts sur la rémunération.
Mais c'est parce que, par exemple, dans la restauration, l'hôtellerie, qui est particulièrement touchée dans notre région, c'est 30% de notre PIB. Donc, c'est vraiment pas un détail, même 37%, je crois, de notre PIB. Ben, effectivement, si les choses se relancent tout doucement, hein, les hôtels, on le voit, sont tout juste en train de réouvrir, et ben, ça va permettre effectivement de conserver les emplois. Mais ces mesures, elles peuvent malheureusement, à un moment donné, s'avérer insuffisantes. Et là, eh bien, on n'aura pas d'autre alternative que de se poser la question des licenciements. Alors, les licenciements, vous avez vu, 3 points, licenciement économique individuel, économique, et les autres interrogations, parce que là aussi, je réponds à plein de questions, un peu de façon, je dirais, générale, sur plein de petits points qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une intervention sur tout. Alors, sur le licenciement économique individuel, là, je veux vraiment aller assez vite, hein, juste pour savoir que le ministère du Travail, dans son site, déconseille les licenciements. Mais, bien évidemment, il considère que c'est toujours envisageable. Je vous ai mis quand même une petite jurisprudence du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002 qui mentionne que l'interdiction totale de procéder à la notification de licenciement pour motif économique est contraire à la jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Et si dans le cadre des négociations salariales, là on n'est pas dans le judiciaire, hein, mais dans le cadre de négociations salariales, on vous dit, ou on dit à vos clients, vous n'avez pas le droit, vous savez que le Conseil constitutionnel s'est positionné de façon très explicite sur ce point. Alors les conditions, et là aussi très rapidement, comment peut-on licencier pour motif économique? Alors il faut rappeler que on voit toujours que ça part de là. Hein, c'est l'article 1233-3 du Code du travail qui prévoit que le licenciement pour motif économique nécessite l'existence d'un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant ou de la suppression d'emploi, ou d'une transformation, ou d'une modification qui est refusée sur un élément du contrat. Voilà, et donc ces motifs doivent être consécutifs, soit des difficultés économiques, soit des mutations technologiques, soit une réorganisation d'entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit la cessation d'activité. Alors, inutile de vous dire que vous le savez tous, mais bon, on le rappelle très rapidement, une phrase, il y a une obligation de reclassement, hein, comme en matière de licenciement pour inaptitude, elle est fondamentale et il faut que l'employeur la respecte, bien évidemment. Tout aussi rapidement, l'ordre des licenciements, voilà, vous savez qu'on ne peut pas licencier comme on veut. Il faut établir un critère, et c'est les critères qui sont repris par l'article L1233-5 du Code du travail, qui prévoit les différents critères. On fait généralement des tableaux, on met des points. Les avocats en droit social le savent pertinemment, et je pense que les autres sont censés, enfin au moins auront cette slide pour s'en souvenir. Je me suis permis de vous mettre un petit arrêt, c'est pas parce qu'il est rendu le jour de mon anniversaire, non je plaisante, qui a été rendu par la Chambre sociale le 27 mai 2020, qui effectivement prévoit hein, qu'on est obligé d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé aux salariés au cours de la procédure de licenciement. C'est pas avant, c'est pas après. Si on était parti sur une modification du contrat et que le salarié la refuse, vous le savez, il y a un entrant, on a pu informer le salarié, même si on l'a informé, cette jurisprudence nous dit qu'il va falloir, dans le cours de la procédure de licenciement, que ce soit mentionné. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de cette peut-être jurisprudence. Le licenciement économique, alors là je vais aller encore plus vite parce que vous verrez mon intervention est un peu dense, donc tout ce que vous connaissez, c'est juste un plan extrêmement détaillé, la mise en place normale d'un PSE, bon, où là on va arriver à des choses que vous connaissez tous, la mise en place d'un PSE durant la crise sanitaire, là on a quelques ouvertures, quelques nouveautés et je pense que c'est là-dessus qu'il est intéressant. Pour autant là aussi, pour mes confrères de l'Association des avocats d'affaires, j'ai fait un PowerPoint assez détaillé, donc je vais juste lire les titres. Hein. La mise en place normale du PSE, ok, dans quelles conditions? La période d'appréciation du nombre de licenciements, vous savez ça aussi que ça donne lieu à pas mal de contentieux. Le contenu du PSE, donc là pareil, hein, je passe tout vite là-dessus. L'élaboration du PSE, le rôle du CSE durant la procédure de PSE. Là aussi, alors je pense que, là je vais quand même m'attarder une seconde, si on pouvait, bien évidemment, on a toujours l'épée de Damoclès du délit d'entrave, mais indépendamment de ça, s'il y a bien une période où le dialogue social ne doit pas être hypocrite et doit être véritablement exercé, c'est maintenant. Et je pense qu'il y aura vraiment un durcissement de la jurisprudence à l'égard des entreprises qui n'auront pas hyper privilégié le dialogue social et le dialogue avec les institutions représentatives du personnel. Le rôle de la directe, là aussi, hein, bon, ceux qui en ont besoin auront la slide avec les visas. Le rôle de la directe dans la procédure du PSE, toujours pareil.
Et enfin, on arrive au grand B. Voilà. Donc, la mise en place d'un PSE durant la crise sanitaire. Donc là aussi, le ministère du Travail ne pose aucune interdiction, bien sûr, il ne peut pas, mais il dit qu'il décommande fortement. Alors, c'est bien, ils ont sûrement l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, et c'est vrai que pour un exemple, hein, vous savez que j'appartenais pour certains au bureau de l'UPE, donc j'ai tous les chiffres de toutes les entreprises sur la France, et il faut savoir que de tous les pays du monde, on est les premiers en termes d'aide. En termes d'aide pour les entreprises, en termes d'aide pour les entreprises libérales, de tout niveau, on est le pays qui a aidé le plus les entreprises pendant cette crise sanitaire. Pour autant, comme le disait à juste titre Kevin tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir fait un PGE que moi personnellement j'ai conseillé à tous mes clients de faire, quitte à le restituer s'ils n'en avaient pas besoin, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui va se passer. Et c'est quand même la première fois qu'on pourra faire un prêt sur des montants en 3 mois de chiffre d'affaires, c'est quand même extrêmement important, sans donner une caution perso. C'est la BPI qui donne la caution. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais donc je pense effectivement que c'est important là aussi, dans notre devoir de conseil, de conseiller à nos clients de faire ce PSE. Toutes les enveloppes ne sont absolument pas encore pour l'instant dispersées. Donc, alors, si l'entreprise envisageait, donc voilà, il va falloir se placer dans le temps. Hein, donc j'ai fait un découpage par rapport à où en était éventuellement l'entreprise dans le cadre d'un PSE qu'elle avait déjà envisagé éventuellement avant la crise sanitaire. Donc, le ministère du Travail encourage les entreprises à reconsidérer, ça va de soi, ça je vous l'ai dit. Cette position se justifie pour eux parce qu'ils considèrent que les entreprises françaises n'étaient pas au top des nouvelles technologies, et notamment des nouvelles technologies permettant d'instaurer le dialogue social au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle le ministère du Travail craignait que la consultation des instances représentatives du personnel ne soit pas réalisée dans des conditions respectueuses du droit des salariés. C'est pour ça qu'ils ont d'ores et déjà prévu, dans différentes directives, que l'administration se montrera extrêmement vigilante sur les dossiers qui pourraient sortir dans les semaines prochaines. Donc vous, si vous montez, si vous assistez vos clients dans le cadre d'un PSE, il va falloir vraiment privilégier et vérifier que le dialogue social et que les institutions représentatives du personnel, pour ceux qui permettent, je vais partir sur l'IRP, ça sera plus simple, soient consultés comme il faut. Alors deuxièmement, ces institutions ou les organisations représentatives, les ORS, il va falloir qu'elles puissent jouer leur rôle, et j'allais dire que vous puissiez, vous, en tout cas, puisque moi je considère que là je parle à des avocats qui seront majoritairement conseils d'entreprise, hein, puisque les salariés, bon ben je suis désolée, je ne vous donnerai pas de tuyaux pour planter des PSE, mais ça c'est une question d'éthique personnelle. Donc voilà, donc il va falloir effectivement que vous puissiez rapporter, que vos clients puissent rapporter la preuve qu'ils ont mis en place tous les moyens technologiques pour que l'employeur puisse respecter le lien avec les organisations syndicales ou avec les ORS. Et d'ailleurs, sur ce point-là, l'article 2315-4 du Code du travail prévoyait le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus, et on avait c'était limité à 3 réunions. L'article 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020, juste pour anecdote, je me suis arrêtée de compter le 15 mai, entre le 7 mars et le 15 mai, il y avait eu 96 ordonnances, décrets ou lois. Voilà, donc ça montre effectivement l'étendue et la difficulté de nous tenir à jour, certaines s'étant contredites entre elles. Bon, en tout cas, cet article 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020, il a considéré qu'effectivement, la limite de 3 réunions par année civile ne s'appliquait pas dans la période de crise sanitaire. Voilà, donc on sait qu'il peut y avoir beaucoup plus de réunions, parce que sinon il y a un gel de toutes les consultations des IRP. Donc la continuité du PSE, vous le comprenez, ne pose pas de difficulté dans la mesure où l'employeur a mis à la disposition des IRP, des ORS, les moyens techniques leur permettant d'être informés et consultés à distance. Autre moment, autre timing, si le PSE est en cours de procédure d'information et de consultation. Donc si les IRP ou les ORS s'opposent au maintien du PSE, considérant qu'ils ne disposent pas de la faculté d'exercer leur rôle, alors ça peut être quoi? Impossibilité de tenir des réunions. Moi, j'ai vu dans des grandes entreprises, pourtant, où tous les salariés n'ont pas de mail et tous les salariés n'ont pas de tablette, n'ont pas d'ordinateur pour pouvoir faire des visioconférences. Donc, si c'est le cas, il est bien évident qu'on va considérer que le dialogue social n'est pas possible et que les IRP n'ont pas la possibilité, même en visio, parce que les salariés n'ont pas la visio, de pouvoir se réunir, de pouvoir les informer sur le PSE en cours.
Donc, effectivement, la procédure peut se poursuivre, mais sa régularité risque d'être ultérieurement fort contestée. Donc, l'employeur, lui, de son côté, il peut considérer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le PSE dans des conditions justement permettant d'assurer le respect des droits de chacun. Il va pouvoir faire quoi? 3 possibilités. Négocier et signer un accord de méthode par voie électronique afin de suspendre la procédure. On est donc dans une suspension. Recueillir l'avis des ORS, qui ne sont pas OSR, et du CSE par mail pour suspendre la procédure ou suspendre unilatéralement la procédure. Si la directe a déjà été contactée, donc lorsqu'une procédure d'information de consultation est achevée, ou encore si une demande de validation d'homologation a déjà été adressée à la directe, cette dernière continue à rendre des décisions. Si la directe a déjà validé le dossier de PSE, alors là, il faut voir en ce qui concerne les réunions de négociation des PSE, ces dernières peuvent s'effectuer à distance, par visio, dans la mesure où, toujours pareil, l'obligation de loyauté. Et là, je crois que si effectivement on parle habituellement, ça peut être du marketing pour certaines entreprises, j'en conviens, mais en tout cas, loyauté, éthique, bonne foi, je pense que là, les employeurs qui vont se diriger sur ce terrain parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont tout essayé, parce qu'ils ont fait l'activité partielle, qu'ils ont essayé autre chose et qu'ils n'ont pas réussi à conserver tous les emplois, ils ont intérêt de vraiment être ric-rac, comme on dit. Et l'obligation de loyauté dans la conduite des négociations, il faut qu'elle soit respectée, que toutes les ORS soient invitées, qu'elles soient informées de la tenue des négociations. Il faut que les moyens techniques, je vous l'ai dit, et la directe est informée de la tenue de ces négociations à distance. Lorsque les PSE ont déjà fait l'objet d'une validation ou d'homologation par la directe, le ministère du Travail encourage les entreprises à adapter leur projet de licenciement. Donc, les employeurs vont devoir envisager de modifier le calendrier d'exécution du PSE et notamment le calendrier de notification des licenciements. Cette modification peut se faire soit par avenant, soit par tout moyen, après que le CSE en était informé, bien évidemment, sans qu'aucune nouvelle de demande de validation ou homologation ne soit adressée à la directe. Alors, les autres interrogations, je ne sais pas qu'est-ce que vous... Moi, j'ai vu des questions, mais très, très surprenantes. Et donc, j'y réponds de façon très... Voilà, par petite touche, si j'ose dire. On m'a demandé si, effectivement, on pouvait licencier si on avait bénéficié d'un PGE. Parce que là aussi, on a dit que si on avait bénéficié d'un PGE, on ne pourrait pas licencier. Si on était en activité partielle, on ne pourrait pas licencier. Donc, effectivement, j'ai tenu à faire un rappel là-dessus. Donc, effectivement, le PGE, Kevin vous l'a dit de manière beaucoup plus explicite. Donc, vous savez qu'on peut en bénéficier le 31 décembre 2020. Vous savez que les garanties de l'État pour les grandes entreprises, c'est 70%, pour les PME, TPE, c'est 90%. C'est la seule fois où on sera garanti par quelqu'un d'autre. Donc, je pense que l'opportunité est assez intéressante. Et l'obtention du PGE, j'ai recherché partout, je n'ai rien trouvé pouvant dire qu'elle faisait obstacle pour l'employeur de procéder à des licenciements pour motif économique s'il remplissait les conditions légales d'obtention du PGE. Même question, est-ce qu'une entreprise peut licencier pour motif économique, ça va de soi, même si l'activité partielle continue? Donc là aussi, alors je pense que moi j'ai quand même beaucoup bossé sur les accords d'individualisation qui nous était possible de faire pour permettre d'avancer sur cette individualisation. Il y a eu quand même des ordonnances que j'ai trouvées assez pragmatiques, même s'il y a eu quelques petits loupés. Et donc, l'activité partielle, je rappelle le principe, elle n'est possible que si le télétravail est impossible. Donc là, la mise en activité peu partielle, vous le savez, peut prendre la réduction du temps de travail et non pas forcément l'arrêt d'activité. Alors là aussi, tout le monde était perdu, chômage partiel, chômage technique, activité partielle. Vous savez que ça veut dire la même chose, ou alors j'ai loupé quelque chose. Mais bon, pour moi, ça veut dire la même chose aujourd'hui. Et donc, l'instauration de l'activité partielle pour certains salariés d'une entreprise ne fait pas obstacle, selon moi, à la possibilité qu'un employeur a de procéder en parallèle à des licenciements pour motif économique. Tout aussi rapidement, parce que là aussi on entend tout et n'importe quoi, il faut un trimestre, il faut 2 trimestres, il faut 3 trimestres, donc là aussi j'ai voulu faire juste un tout petit rappel pragmatique de l'article 1233-3 du Code de travail qui précise que l'entreprise peut procéder à des licenciements économiques individuels si elle présente des difficultés, soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par l'évolution de tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. Et là, je vous ai mis le tableau, effectivement, une baisse significative, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la même chose, suivant dans quelle taille d'entreprise on se situe. Si c'est une TPE moins de 11, c'est un trimestre, avec la référence à l'année précédente, à N-1. Si on est dans une entreprise entre 11 et 50 salariés, on est dans 2 trimestres consécutifs.
Si on est dans une entreprise de 50 salariés à au moins 300 salariés, on est à 3 trimestres consécutifs. Et pour les entreprises de 300 salariés ou plus, il faut 4 trimestres consécutifs. Donc, c'est vrai que quand les journalistes, qui là, sont d'une incompétence en droit qui me paraissent gravissimes, rapportent des choses, ils ne disent jamais à quelle taille d'entreprise. Donc, du coup, nos clients, mais il faut combien? 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres? Alors, ils avaient en partie raison, mais c'est un manque de précision au détriment du conseil à nos clients. Donc, heureusement, ces clients, c'est à nous de les informer de ce qui doit se passer et de ce qu'ils peuvent faire. Dernière chose, on arrive aux autres leviers de restructuration. Donc là, alors ça n'a pas un lien direct avec l'association droit social, mais je pense que vos clients peuvent vous interroger et je pense qu'aujourd'hui, il est important que vous puissiez les rassurer. Il y a des articles qui sont passés dans les ce matin sur la fameuse indemnisation par les compagnies d'assurance d'une perte d'exploitation. Et comme on a eu une ordonnance de référé quand même du tribunal de commerce de Paris, ça y est, bientôt, c'est la France entière. J'ai voulu faire là aussi un petit flash sur ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire pour les assurances, les loyers et les autres fournisseurs. Mais je te laisse, Kevin, introduire les choses. Tu me donnes la parole. Kevin? Oui, voilà. Non, il fallait qu'on me rétablisse le micro. Ah ben, je pensais que tu voulais le faire seul, mais c'est pas grave, tout va bien. Non, pas de problème. Bon, simplement, là, pareil, en petite introduction, effectivement, on entend tout et son contraire sur ces sujets. Aujourd'hui, nous l'accompagnement du client va être dans les tout prochains jours et dans les tout prochaines semaines. Donc là, c'est vraiment du très court terme. On va forcément inciter les clients aujourd'hui à faire appel à leur avocat pour soit, alors concernant les loyers, donc soit aller vers une négociation, on va forcément commencer par l'angle, on va les pousser vers leur avocat pour aller surtout sur l'angle négociation au départ pour ou l'étalement des dettes, puisqu'on a un certain nombre de sociétés qui ont eu leur loyer décalé et qui ont eu aussi le droit de décaler leur loyer, en envisageant pourquoi pas une réduction des loyers futurs en cas de paiement rapide. On a vu le cas d'un client qui a discuté de ça avec son bailleur. Une négociation également pour la remise totale ou partielle des loyers durant la période de confinement. Et effectivement, en cas d'échec des négociations, analyser la possibilité de mener une action judiciaire pour envisager cette annulation. Donc, nous, on ne sera là effectivement que pour orienter nos clients en les sensibilisant au fait qu'avant même de commencer à payer leur loyer, il me paraît extrêmement intéressant pour les clients de se poser la question des angles qui leur sont offerts ou de négociation ou d'action judiciaire. Voilà, donc on va nécessairement les envoyer vers le conseil avocat dans les prochaines semaines sur ce sujet. Pareil pour les contrats d'assurance, où nous ne sommes évidemment absolument pas compétents pour répondre à ces questions-là. Et nous allons les orienter aussi pour démêler le vrai du faux et pour analyser leurs contrats d'assurance, pour voir les possibilités d'obtenir des indemnisations au titre des garanties perte d'exploitation. Donc, ce sont aussi sur ces sujets que l'on va faire appel aux avocats pour pouvoir traiter cela avec nos clients. Merci Kevin. Alors, avant de passer donc de façon à la slide sur les assurances, je voulais dire que vous venez de voir qu'en fin de compte, vous avez tous, parce que forcément, on travaille tous avec des experts comptables, certains nous envoient, certains sont nos clients, certains… Là, vous avez la démonstration, puisqu'on est toujours en train de râler, les avocats, qu'on n'a pas de marché, qu'on nous restreint notre marché du droit. C'est vrai qu'on nous a enlevé beaucoup de choses, qu'on l'a donné aux notaires, qu'on a eu l'impression de perdre des marchés à de nombreuses reprises. Et je pense que les cordonniers étant les plus mal chaussés, pour avoir fait 2 mandats au Conseil national, oui, on avait pourtant des éminences grises, des gens brillantissimes, mais bon, un peu individualistes peut-être, et ne voyant pas vraiment les intérêts collectifs de notre profession. Là, en tout cas, on a une opportunité, et elle me semble évidente, de travailler en lien avec les experts comptables ou de travailler en lien avec, on verra plus tard, les mandataires ou les administrateurs judiciaires. Ils sont sur un terrain, alors bien sûr que pour une AGOA, pour les avocats d'affaires, une Assemblée générale d'approbation des comptes, oui, les experts comptables se les font aussi bien que les avocats, et donc on est 2 professions à être sur ce même chantier, sur ce même terrain. En revanche, pour aller sur un terrain technique d'appréciation des contrats, là on revient à des règles de droit civil
Et là, je sais que les experts comptables, et pas seulement Kevin, ne vont pas se lancer dans l'interprétation des contrats d'assurance. Donc, ça veut dire que là, ce que vous devez faire en termes de démarche commerciale, me semble-t-il, hein, c'est de vous rapprocher de tous les experts comptables avec qui vous avez plus ou moins travaillé un jour ou un autre, pour leur dire que vous êtes super bien formés et que vous allez être en alerte sur tout le positionnement des clients entreprises par rapport au loyer et par rapport aux assurances. Alors, on va commencer avec les assurances. Alors, les assurances, j'avoue que quand j'ai entendu la presse parler de la décision rendue, et je le rappelle, par une décision de référé par le président du tribunal de commerce de Paris, même si le tribunal de commerce de Paris était opérationnel dès le 4 avril, en visioconférence, avec une technicité et je dirais vraiment un caractère opérationnel extraordinaire. Hein. Bon, ça n'a pas été le cas de tous les autres, mais en tout cas, on peut parler de Paris. Donc effectivement, il y a un professionnalisme à Paris, on le sait, ils sont super spécialisés, il y a des chambres spécialisées. Pour autant, je vous dirai ce que je pense de cette décision de justice. Donc, qu'est-ce que vous devez faire quand vos clients vous apportent un contrat d'assurance? Il va falloir décider si, in concreto, les clauses d'exclusion de garantie, si elles sont trop nombreuses, elles vont vider le contrat de sa substance et elles seront considérées comme non écrites. Donc là, on revient dans les règles pures du droit civil et du Code civil, et c'est l'article 1170 du Code civil. Il ne faut pas confondre les clauses considérées comme non écrites parce que trop de clauses d'exclusion, ça veut dire que globalement, ça ne couvre plus rien, avec les clauses abusives. Parce que les clauses abusives ne pourront être évoquées car la clause d'exclusion de garantie définit le risque et donc l'objet même du contrat. Donc, ce n'est pas la peine d'aller, à mon avis, sur le terrain des clauses abusives. Et j'ai assisté à une visioconf avec un professeur agrégé, donc j'ai rien inventé, qui m'a donné cette subtilité. Donc voilà, je la partage avec vous. Donc, la plupart des contrats excluent l'épidémie. Alors là, on va jouer sur les mots. Excluent l'épidémie, mais pas la pandémie. Parce que jusqu'à présent, en tout cas notre génération, et la jurisprudence que nous connaissons, le mot pandémie, je ne l'ai pas trouvé. Donc, l'argument, il peut être utilisé avec beaucoup de précaution, parce qu'effectivement, les contrats d'assurance parlent d'épidémie et ils ne parlent pas de pandémie. Le mot pandémie a été déclaré par l'OMS, mais il n'y a pas de définition juridique. La jurisprudence ne s'est pas encore posée là-dessus. Donc, évidemment, tout ce que je vous dis, mais là aussi je vais le préciser, c'est avec beaucoup d'humilité. Alors d'abord, je remercie mes associés, hein, que ce soit Cédric Bianchi ou Sophie Gomila, qui m'ont vraiment aidé à travailler sur le dossier et qui on a fait tous les études de ces ordonnances avec nos propres interprétations. Donc je ne vous dis pas qu'on a raison, je vous dis juste que c'est ce qu'on en déduit aujourd'hui. Et tous les petits tuyaux que je vais vous donner, c'est ce qui nous semble, je dis, juridiquement acceptable. Donc, les contrats qui n'excluent pas, en revanche, le risque de pandémie ou d'épidémie, peuvent donner droit à une indemnité pour perte d'exploitation. Donc là aussi, il y a eu des réunions interministérielles entre le MEDEF et les assureurs, parce qu'on a essayé quand même de les coincer, de les faire payer. Hein. Et donc là, il disait que les contrats qui n'excluaient pas le risque d'épidémie ou de pandémie, c'était à peu près 5%. Voilà, donc vous voyez très peu, mais ça peut concerner vos clients, donc à regarder conditions particulières et conditions générales. Et deuxième chose, la fameuse petite ouverture là, qui est lancée contre AXA sur l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris, a priori, il y a un client qui a fait monter un contrat, qui a demandé des applications. Ce contrat a été dupliqué pour à peu près 500 personnes, donc ça toucherait très peu de monde. Mais ça, je n'ai pas la certitude de la véracité de l'information, c'est ce qui m'a été dit. Donc cette ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, qui, je vous le rappelle quand même, ordonnance de référé, par autorité de la chose jugée, est frappée d'appel. Donc on va quand même se calmer. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des confrères qui communiquaient dans Nice Matin en laissant beaucoup d'espoir à leurs clients qu'ils allaient faire des actions qui allaient ouvrir droit à une indemnisation. Et c'est pour ça que je reviens au mot éthique. Parce que ça, c'est pas possible. On a un devoir de conseil, on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Donc, moi, quand on envoie des contrats, et comme j'ai quelques clients qui se connaissent entre eux, parce qu'ils sont dans les mêmes syndicats de restaurateurs, d'hôteliers et tout ça, c'est pas gagné du tout. Envoyez-moi les conditions. Je ne facture pas l'étude des conditions. En revanche, bien évidemment, si on part, eh bien, comme je sais les clauses qui sont à trouver, je les repère, on va dire, on les repère assez rapidement. En revanche, s'il faut faire une action, bien évidemment, l'action sera faite, hein, avec éventuellement un honoraire de résultat. Et je rappelle, une convention d'honoraire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette ordonnance du président du TQD? Le premier argument qui était soulevé par AXA, c'était selon lequel une pandémie ne serait pas un risque assurable et ne reposerait sur aucune règle d'ordre public, ni sur le contrat.
Bon, alors là, ça a été dégommé d'un revers de la main par le président qui a dit que ce n'est pas une contestation sérieuse. Deuxième chose, AXA considérait en outre, puisqu'il s'agit d'un restaurateur, que n'ayant eu aucune obligation de fermer l'établissement, mais juste une interdiction de recevoir du public, il pouvait exploiter par la vente à distance. Donc dès lors, il ne devrait pas y avoir de difficulté. C'est le deuxième moyen soulevé par AXA, qui est le même que le troisième puisse d'ailleurs. Et donc là, le tribunal a dit non, pas du tout. D'abord parce que le restaurateur, en l'espèce, ne faisait aucune vente à distance, ni à vente à emporter antérieurement à la crise sanitaire. Et en plus, le peu de chiffres, parce qu'on a des clients qui ont tous fait ça, mais c'était résiduel, c'était vraiment… D'ailleurs, c'était souvent le chef d'entreprise, les salariés étaient en activité partielle, et le chef d'entreprise, qui voulait garder le lien avec le client, faisait un petit peu de vente à emporter. Donc là, attention, vraiment, vraiment, je dirais, réserve, hein, et réserve et modération, et on ne s'enflamme pas trop, parce que je pense que de toute manière, on est tous devant une situation inédite, on n'a aucun recul, on n'a bien évidemment aucun élément de jurisprudence, donc il va falloir être, à mon avis, là aussi, dans nos consultations, pour que là, et je parle de nos responsabilités à nous, avocats, pour qu'on n'engage pas nos responsabilités, il va falloir là aussi être extrêmement prudent. Je pense que le conditionnel, qui n'est pas un temps que j'apprécie beaucoup, là je pense qu'il est particulièrement de bon aloi. Alors, deuxième aspect, sur les baux commerciaux. Là aussi, on a tout entendu, qu'il ne fallait plus payer les loyers, que de toute manière c'était un droit acquis pour les TPE, donc là aussi, petit rappel. Effectivement, le président, dans son allocution, avait dit un droit au report des loyers. Bon, alors l'ordonnance du 25 mars, elle est beaucoup plus circonstanciée et beaucoup plus limitée. Ce n'est pas un report, c'est uniquement une suspension des sanctions pour les preneurs qui sont éligibles au fonds de solidarité. Donc là, vous le savez, il ne faut pas être en liquidation judiciaire, moins de 10, moins d'1 million de chiffre d'affaires, et il ne faut pas être contrôlé par une holding, ce qui est totalement stupide parce que la société d'exploitation peut avoir des vraies difficultés. Enfin, en tout cas, c'est le cadre légal. Hein. Et donc, cet article prévoit, l'article 1er, ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d'astreinte, d'exécution de clauses résolutoires, de clauses pénales. On voit bien que ce qui est suspendu, c'est la possibilité, par exemple, d'assigner en référé expulsion un locataire commercial. Mais ce n'est absolument pas le paiement qui est suspendu. Donc là aussi, et l'alinéa 2 prévoit, ces dispositions s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars, donc c'est vraiment la date importante, le 12 mars, et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Sachez quand même que quand il y a, et j'en ai quelques-uns, j'en ai un en ce moment, un bail authentique, donc ça veut dire qu'on a un titre, et donc la saisie conservatoire ou la saisie attribution est possible. Bon, il faut encore se faire autoriser par le juge de l'exécution, c'est pas gagné, mais sachez que c'est possible. Alors, la nouvelle mode, comme pour les assurances, c'est d'invoquer l'exception d'inexécution pour le non-paiement des loyers. Donc là aussi, je vous la fais courte, comme vous ne m'avez pas livré un local susceptible d'être exploité, moi, j'invoque l'exception d'inexécution et je ne vous délivre pas le paiement du loyer. Alors là, j'avoue que je ne suis pas non plus la plus grande civiliste du monde, mais mon associé Cédric Bianchi, qui est quand même un très fin civiliste, on a exactement la même avis. Et je pense que c'est pas gagné du tout. Hein. C'est pas gagné du tout. On peut l'essayer, mais là c'est la nouvelle mode. Et j'en parlais avec Kevin Kessouma, d'où l'intérêt de ce couple avocat expert comptable au service du chef d'entreprise en grande difficulté. Eh bien, c'est effectivement de s'échanger les informations et de voir si on peut, au cas de figure, appliquer cet article 1219. C'est juste une piste, c'est pas plus. Il y a également l'article 1220 qui prévoit que s'il existe un risque manifeste que le cocontractant ne pourra pas s'exécuter, effectivement, avant même qu'il y ait une exécution, c'est l'article 1220 qui s'applique. Rappelez que cet article 1220 ne s'applique qu'au contrat conclu après le 1er octobre 2016, hein, puisque c'est un article récent. Alors, dernière chose que je viens de trouver aujourd'hui, c'est la charte des bonnes pratiques. Voilà, donc il y a eu une médiation, puisqu'on a effectivement des travaux de médiation entre bailleurs et locataires commerçants qui ont été pilotés par Jean-Marie Prost à la demande du gouvernement et qui ont conduit à la rédaction d'une charte de bonnes pratiques. Alors là, comme en France, on n'est pas capable de se mettre d'accord et qu'on considère qu'en étant séparés et opposés, on va sûrement gagner quelque chose, c'est très franco-français. Bien évidemment, une partie des syndicats de bailleurs sont complètement contre. Alors cette charte, elle a c'est une volonté, c'est un vœu pieux, c'est un code de bonne conduite, ça n'a aucun caractère contraignant. Pour autant, il y a 4 points, je vous donne les 4 points. Les bailleurs acceptent de reporter de 3 mois de loyer
pour les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille. Voilà. Bon, a priori, les grandes fédérations de bailleurs ont été d'accord. Deuxième point, une clause de rendez-vous, là j'avoue que bon, pourquoi pas, entre le 1er juin et le 1er octobre pour organiser la discussion entre bailleurs et locataires commerciaux sur les annulations de loyer. Bon, c'est faux parce que annulation de loyer, le gouvernement et aucune loi ne peut enjoindre un bailleur privé à annuler son loyer. On a vu qu'il y a eu des efforts substantiels qui ont été faits par la mairie de Nice pour effectivement suspendre quand la mairie de Nice était le bailleur. Donc, on peut donner ce conseil-là à nos clients. Troisième point, les bailleurs indiquent dans la charte que le total des annulations accordées par le bailleur pourra aller jusqu'à 50% des 3 mois de loyer qu'il aura reporté pour l'ensemble de ses locataires. Et quatrième point, la charte prévoit le recours à la demande des parties des modes non contentieux de règlement, médiation des entreprises, commission départementale de conciliation des baux commerciaux. Comme je vous le disais, il y a un antagonisme assez important par plusieurs fédérations de bailleurs. Donc, cette charte ne fait pas l'unanimité. Elle permet juste, et j'ai eu un exemple récent d'une cliente bailleur qui me dit « mais comment je peux ?» Bien évidemment, le locataire restaurant demande non pas une suspension, parce qu'il a déjà suspendu le loyer de avril, mai et juin, et il demande une annulation. Et elle me dit « mais moi, je ne sais pas ce que je dois faire ». Donc, cette charte, elle permet de guider, voilà, de guider nos clients bailleurs dans ce qu'il est d'usage de pouvoir faire. Et je pense qu'elle n'a pas plus de valeur que ça. Deuxième topo, encore petit flash sur la force majeure, parce que là aussi, là, tout le monde a parlé de la force majeure. Alors là aussi, il y a des auteurs bien plus célèbres. J'ai assisté à certains webinaires. Donc là aussi, je rappelle juste qu'effectivement, l'article 1218 du Code civil prévoit les caractéristiques de la force majeure en matière contractuelle. Donc voilà, et je pense qu'il sera inopportun, je vais essayer de mesurer mes termes, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai un franc-parler, de dire que la force majeure est la source de pouvoir sauver les entreprises ou qu'elle est exclue. Non, par principe, c'est un non-sens. Je pense qu'il y a 3 caractères dans la force majeure, et je vais reprendre donc les 3 caractères. L'extériorité de l'événement du Covid-19 ne pose pas de problématique. Ce qui peut poser interprétation et ce qui peut poser, je dirais, différence d'appréciation, c'est le caractère irrésistible et le caractère imprévisible qui devront être démontrés. Donc, pour le caractère irrésistible, tout dépend de la nature de la prestation. Et pour le caractère imprévisible, tout dépend de la date du contrat. Exemple, vous décidez de vous marier, je vais prendre un exemple, au Negresco le 25 mars 2020, et vous avez décidé ça le 10 septembre, oui, on peut considérer qu'il était imprévisible que notre pays soit bloqué, que tous les hôtels soient fermés et que tous les commerces non essentiels soient fermés et ne puissent plus recevoir du public. En revanche, vous avez un coup de blues le 25 mars et vous vous dites « Ah ben tiens, je me marierai bien le 25 mai », là on va considérer que ce n'était plus imprévisible. Vous êtes déjà dans la crise sanitaire. Donc, vous voyez que cette notion va être sur du cas par cas. La force majeure, je vous le rappelle, elle est exclue pour le paiement des sommes d'argent. Et elle peut également être évoquée, parce qu'on invoque toujours la force majeure pour le débiteur, mais ça peut être aussi invoqué pour le créancier d'une obligation. Voilà les petits éléments que j'avais à vous dire sur cette question. Dernier point, l'obligation de renégociation. Alors là, je me suis permise de vous mettre une jurisprudence de la Chambre commerciale du 15 mars 2017 qui, vous voyez, sans obliger la société à renégocier le protocole, a pu retenir que la loyauté imposait de négocier si le protocole d'accord s'avérait difficilement réalisable et de proposer des conditions acceptables. On a considéré, en parlant entre nous au cabinet, que cette jurisprudence pourrait être approchée et pourrait être applicable au cas du Covid. C'est pour ça que je vous la livre en combinaison avec l'article 104 du Code civil, et je vous le rappelle, qui effectivement dit que les conventions et les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et cette disposition est d'ordre public. Donc je pense que là aussi, on a intérêt à préserver le caractère de bonne foi. Et ceux dont on a certains d'entre nous, où on est de mauvaise foi, ça nous arrive tous un jour à l'autre, on n'a pas que des bons dossiers. En tout cas, là, à mon avis, il vaut mieux aller sur les demandes de délai que rester sur la mauvaise foi. Alors, dernier point, j'avais pensé à un moment donné qu'un administrateur judiciaire serait plus à même de présenter cette partie-là, mais pour des raisons X, Y, Z, il m'appartient de vous le présenter. Donc, juste des choses, là aussi, des flashs, parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas parler. Alors, admettons, donc on a tout essayé, on a fait le PSE, on a renégocié, on a suspendu certains loyers, on a fait un PGE, mais pour autant, ça ne suffit pas.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment anticiper la date de cessation des paiements? Quelle procédure collective choisir? Donc là, effectivement, je ne suis pas certaine parce que moi-même, avant qu'un administrateur judiciaire me le cible du bout des doigts, je n'avais pas compris l'ampleur de l'article 1 de l'ordonnance du 27 mars. La situation financière de l'entreprise est figée au 12 mars jusqu'au 23 août. Alors la date du 23 août, c'est la dernière ordonnance du 20 mai qui a été rendue donc récemment. Figée. Alors figée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le gel de l'état de cessation des paiements. Et ça, c'est une vraie mesure de soutien aux entreprises. Vous le savez, normalement, on doit déclarer la cessation des paiements, sinon on peut considérer que c'est une faute de gestion et même ça entraîne des sanctions, on le sait. Eh bien, là, c'était donc, je vous ai mis un tableau avant la crise sanitaire, après la crise sanitaire. Donc, avant la crise sanitaire, obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 15 jours de son apparition sous peine de sanction. Demande d'ouverture de redressement de liquidation judiciaire et risque d'assignation des créanciers. C'est-à-dire qu'on pouvait être assigné, et on le sait, il y a eu quand même énormément, à un moment donné, d'assignation au redressement judiciaire par l'URSSAF. Qu'est-ce que cela entraîne aujourd'hui avec ce gel? Eh bien, c'est la neutralisation de l'état de cessation des paiements. C'est-à-dire qu'il y a une suspension totale de l'obligation de déposer le bilan et la neutralisation de toute assignation des créanciers. Donc, c'est vraiment des choses qui sont fondamentales. Je n'avais pas bien compris l'ampleur et depuis, je l'utilise depuis effectivement plusieurs semaines auprès de mes clients qui sont en grande difficulté en leur disant il n'y a pas d'urgence à déposer le bilan. Voyez, faites une compta très, très fine, hein, mais en revanche, il n'y a pas d'urgence. De toute manière, tribunal digital, on pourra échanger tout à l'heure, mais ce n'est pas encore parfaitement, enfin, suivant les tribunaux de commerce, ça fonctionne de manière inégalitaire, on va le dire comme ça. Donc, effectivement, ce gel de l'état de cessation des paiements permet non seulement de neutraliser, de suspendre l'obligation, de neutraliser tous les créanciers qui voudraient vous assigner vos clients et d'accéder aux procédures de prévention du livre 4, mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde. Et ça, c'est important. Et ça, alors là, je l'ai expérimenté énormément. J'ai fait 2 grosses procédures de conciliation et j'avoue que je pense que là aussi, c'est un conseil à donner. Donc, ce choix de l'État, des opportunités qui sont liées par cette disposition légale, c'est d'accéder à des procédures qui auraient été fermées en dehors de ce contexte de crise sanitaire et d'assurer au chef d'entreprise une réorganisation de son entreprise. Donc, ça va permettre non seulement de passer cette période très difficile, mais vous me direz, la période très difficile, s'ils ont suspendu le loyer. Tous les emprunts, la plupart du temps, ont été suspendus par les banques. Certains leasers ont même suspendu. Les assurances, on ne les a pas trop entendues pendant ce temps-là. Donc, les salariés étaient payés par l'activité partielle. Donc, il n'y avait pas énormément… toutes les URSSAF et les charges fixes ont été suspendues. Les caisses de retraite, notamment, ont été suspendues. Donc, je dirais que la difficulté ne peut pas arriver maintenant. Elle va arriver quand les suspensions vont s'arrêter. Mais en revanche, il faut anticiper. Et c'est le but d'anticiper, effectivement, et d'assurer la réorganisation. Donc, mandat ad hoc et conciliation, c'est des procédures alors super intéressantes, elles sont souples, confidentielles, amiables, ouvertes à la demande exclusivement du dirigeant d'entreprise, avec une mission qu'on définit sur mesure. Et donc là, ça fonctionne. Moi, j'ai fait plusieurs procédures de conciliation avec tribunal digital. Ça a parfaitement fonctionné. Au plus grand plaisir également des tribunaux de commerce qui voient que l'avocat se place, qui nous imagine toujours au contentieux. Et bien là, on se place dans la conciliation, dans la prévention, dans la sauvegarde des entreprises. Et là, ça nous fait bouger notre positionnement. Et je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'ai eu des réflexions de magistrats très intéressés, me dire « Ah bon, mais vous faites ça, les avocats ?» Ça veut dire qu'ils ne le savent pas. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire savoir. Et qu'en le faisant et en le pratiquant, vous pouvez le faire savoir. Donc, organisation du remboursement du passif, assistance dans la recherche de nouvelles sources de financement, assistance dans toutes les négociations, fournisseurs, bailleurs, leasers, banques. Moi, j'avoue que là aussi, on peut considérer que les avocats, on sait tout faire. Bon, il y a aussi des choses qu'on sait faire, mais il y a aussi des poids que nous n'avons pas. Moi, j'ai fait des négos avec des banques, avec des abandons de passifs gigantesques, grâce à la présence de l'administration judiciaire. Et je pense que l'avocat, on nous considère toujours comme défendant inconditionnellement nos clients, racontant des mensonges, parce qu'on n'est pas comme aux États-Unis, où il est interdit de mentir, un peu dommage, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, on n'est pas toujours très crédible. Alors que si on a un administrateur judiciaire qui a un autre positionnement, hein, nous, on a beau être auxiliaire de justice, et c'est vrai qu'on a souvent regardé comme du moment que nos clients nous payent, on fait ce qu'ils nous demandent de faire.
Ça nous agace, c'est pas toujours vrai, mais c'est ce qu'on a comme vision dans l'esprit du public. Donc là, effectivement, l'administrateur judiciaire, ou qui va avoir un rôle là, de conciliateur ou de mandataire ad hoc, hein, donc j'ai dit l'AJ parce que généralement ce sont des AJ, mais ça peut être aussi des mandataires judiciaires. Moi, dans un de mes dossiers, c'était un mandataire judiciaire parisien qui avait été désigné, et je veux dire, on a réussi à éviter une quinzaine de contentieux dans tous les côtés et d'avoir une négociation aussi avec la banque absolument extraordinaire. Donc là, c'est vraiment quelque chose auquel il faut que vous pensiez et qui est qui permet, parce que là aussi certains clients, moi, pour les PGE, n'étaient pas éligibles, parce que là aussi la situation à envisager, les ordonnances pour rendre des sociétés en difficulté éligibles au PGE ont évolué, hein, donc là aussi il a fallu s'adapter. Mais les intérêts de la conciliation, outre tout ce que je viens de vous indiquer, c'est que ça permet, quand il y a des procédures d'alerte du CAC, de répondre à ces procédures d'alerte. Et là, on retravaille avec l'expert comptable. On retravaille, d'ailleurs, on n'arrête pas de travailler avec eux, hein, et d'avoir un cadre privilégié pour les apporteurs de nouveaux financements, c'est ce qu'on appelle la bulle monnaie. Donc là aussi, il y a effectivement un statut très protecteur. Dernière chose, et je crois que j'en aurais fini, c'est la sauvegarde et le redressement judiciaire. Donc là aussi, petit parallèle, hein, la sauvegarde des conditions d'accès hors de la crise sanitaire, effectivement, c'était réservé aux dirigeants. Absence de cessation des paiements, difficulté qui n'est plus en mesure de surmonter. Là aussi, la sauvegarde permettait et permet toujours de se placer sous la protection du tribunal en bénéficiant d'une procédure quand même allégée par rapport au RJ, hein, et tout en conservant la maîtrise de son entreprise. Hein. Et avec tous les effets bénéfiques qui en découlent, le gel des créances antérieures, la suspension des poursuites, la protection des garants aux personnes physiques, étendue au plan, ce qui n'est pas le cas en redressement judiciaire. Hein. Donc, en revanche, le seul inconvénient, donc là aussi, vous voyez que connaître les procédures collectives, alors après, vous pouvez aussi partager le dossier avec des avocats spécialistes en ce qu'on appelle en proco, hein, mais ça permet de voir que la sauvegarde, si on doit partir sur des PSE, ce n'est pas la procédure adaptée. La procédure adaptée, mais là, Christine donne des cours à la fac là-dessus, dans le master 2 de procédure collective, et elle sera sûrement, je pense, beaucoup plus pointue que moi sur la question, mais si on sait qu'on va se diriger vers un PSE, il faut aller sur un RJ. En revanche, la sauvegarde, ça va permettre de protéger plus longtemps les cautions. Voilà. Donc, sur le RJ, effectivement, on va avoir un intérêt, effectivement, toujours pareil, hein, la protection du tribunal, bénéficier de tout ce qui découle, le gel des créances antérieures, la suspension des poursuites, la protection des garants personnes physiques pendant la période d'observation, mais pas après. Mais voilà, les outils de restructuration de la masse salariale, hein, la procédure de licenciement dérogatoire et la prise en charge des salaires antérieurs à l'ouverture de la procédure par l'AGS. Donc, l'accélération de la prise en charge par les AGS permet effectivement de privilégier le redressement judiciaire et l'encadrement effectivement du dirigeant qui est plus important que dans le cadre d'une sauvegarde. Mais il faut savoir que dans une sauvegarde, comme dans un RJ, on aura un mandataire judiciaire. On peut avoir un administrateur judiciaire dans la sauvegarde comme dans le RJ. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais quelquefois, quand on part sur des renégociations, là aussi, des renégociations d'emprunt ou des problèmes assez aigus, je pense que la crédibilité de l'AJ aux côtés de l'avocat permet là aussi de faire un couple qui est plus efficace, puisque en fin de compte, mon intervention aujourd'hui, je ne sais pas si ça atteint ses objectifs, c'était de voir comment protéger nos clients, comment les accompagner le plus possible, parce que si on ne les accompagne pas de toute manière, on les perdra. On sait à quel point c'est compliqué de retrouver de nouveaux clients. Donc, autant garder ceux qu'on a, les accompagner le plus possible, leur permettre de traverser cette crise qui va être, à mon avis, encore plus importante économiquement que ce qu'on peut imaginer encore à ce jour, malgré toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, et travailler en étroite collaboration avec les experts comptables dans le cadre de cette protection des entreprises pour éviter les pertes d'emploi. Donc, ça protégera également les salariés. Voilà, donc j'en ai terminé. Si vous avez des questions, Kevin et moi, on est à votre disposition. Merci beaucoup, Marielle. Merci. Alors, Kevin, à chaque fois, je suis désolée, je veux dire Kevin aussi, parce que Marielle dit toujours Kevin, mais c'est Monsieur Kissouma, je crois. Merci pour votre intervention, très, très pratique. Je te rassure, Marielle, c'est ce que tu souhaitais et ça l'a été. Est-ce que certains souhaitent poser des questions ou compléter, poser des questions, intervenir? Je voyais que chez Christine, en tout cas, ça discutait avec… Donc, je pense que ça a intéressé. Je voyais des échanges. Est-ce que certains veulent intervenir?
Alors, ce que je vous propose, peut-être, si vous souhaitez poser des Est-ce que je questions, peux intervenir? c'est de prendre la parole directement. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Ah, ok, parfait. Bonjour à tous, c'est Olivier et Sibène. Merci Marielle. J'ai simplement une question concernant un licenciement. Moi, j'ai une secrétaire actuellement en temps partiel. C'est une question personnelle, je suis désolé de parler personnellement, mais ça peut servir à d'autres. Elle est en arrêt maladie. Son arrêt maladie se poursuit malheureusement. Ça fait 3 mois que je ne la vois pas. Donc, je suis en train d'envisager un remplacement. Est-ce que dans le cadre de l'état d'urgence, il y a des ouvertures de ce côté-là, puisqu'en arrêt maladie, évidemment, on ne peut pas licencier. Mais là, Pour l'instant, alors, elle a quelle ancienneté? Est-ce que tu complètes le salaire? Est-ce qu'elle est prise en charge à 100%? elle a 7 ans d'ancienneté. Donc, Je lui paye son salaire intégralement. Ça, c'est clair. Et tu te fais rembourser. Et je me fais rembourser par la CPAM, Mhm. qui rembourse 3 semaines après. Donc, ça marche assez bien. Oui. Pour ce système-là, en tout cas, ça a l'air pas mal. Seulement, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps comme ça. Donc, parce que là, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, c'est-à-dire c'est quand même très difficile de faire entrer les honoraires. Les clients ne sont pas réactifs, les sociétés ne savent pas où elles vont. Enfin, c'est le flou artistique complet. Donc, tu en as très bien parlé d'ailleurs à ce sujet. Et donc, quel est ton point de vue ou quel est le point de vue de M. Kessouma là-dessus? Est-ce qu'il y a une possibilité? Je ne pense pas. Hein. Mais bon, est-ce qu'on ne peut pas jouer sur l'état d'urgence pour faire valoir l'assouplissement des règles de licenciement ou pas? A priori, non. Enfin, je pense que là, ce que tu pourrais faire, mais là on sort du licenciement économique à proprement parler, c'est un CDD de remplacement à terme. Le terme étant le retour de ta salariée, enfin moi c'est ce que j'imagine comme ça à chaud, hein. Le terme étant le retour de ta salariée, ce qui veut dire que tu préserves l'emploi, tu continues effectivement à avancer ce salaire qui t'est remboursé. Et voilà, donc parce qu'effectivement, 7 ans d'ancienneté. Et oui, là, ça fait cher. Mais c'est pour ça que, alors je voulais vous dire 2 choses avant de redonner la parole, 2 choses. La première, pour ceux qui rencontrent des difficultés financières, indépendamment du PGE, où tous les avocats sont éligibles, là, Kevin, vous voyez la complémentarité. Kevin me disait, parce que moi, j'ai fait aucune relance d'honoraires pendant toute la période du Covid, mais c'était mon éthique et mon positionnement. Il m'a dit, là, maintenant, les entreprises, elles ont encaissé leur PGE. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire les relances. Donc, grâce à Kevin, eh bien oui, je vais commencer à faire mes relances que je n'avais pas faites. Et deuxième chose, Initiative Nice Côte d'Azur, qui est donc une association que je connais bien depuis très longtemps, qui fait des prêts à taux zéro aux créateurs d'entreprises. Et Europreneur a eu donc ce 3 millions de budget du conseil régional pour effectivement aider les entreprises par rapport à la crise du Covid. Et donc là, nous sommes éligibles. Si on a demandé un PGE, parce que là, on arrive toujours, comme quand on fait une transmission, ils arrivent en complément d'un prêt qui a été fait par une banque. Si vous avez eu un PGE, là, c'est un prêt à taux zéro. Donc déjà, il ne coûte rien. D'habitude, il est fait à la personne du salarié, du chef d'entreprise. Là, il est fait à l'entreprise. Et il faut juste pouvoir démontrer. Donc, on a à peu près, moi, je fais partie de l'association depuis 20 ans. Donc, on a à peu près 20 comités par semaine. Hein, et on a 3 millions d'euros. Donc, si les avocats, vous êtes en difficulté, vous pouvez aller à Initiative Nice Côte d'Azur. Vous pouvez aussi me faire des messages en message privé pour vous dire comment faire. Il y a des avocats qui y assistent et vous aurez un prêt qui, en moyenne, je dis bien en moyenne, est de 7 000 € et qui peut vous permettre de passer cette période extrêmement compliquée. Sur l'aspect juridique, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la question, évidemment. Par contre, je confirme, alors ça c'est plus personnel pour les professionnels que vous êtes, mais effectivement, aujourd'hui, les enveloppes liées au PGE sont encore, ont été, je ne vais pas dire peu distribuées, mais il y a encore largement la place pour le faire. Donc, si certains d'entre vous ont hésité ou n'y sont pas allés, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre, surtout notamment dans ce contexte d'incertitude, d'encaissement, de risque, de difficulté de toucher votre argent. Il sera plus facile de faire face à des difficultés conjoncturelles avec un prêt sur le long terme plutôt que d'utiliser d'autres solutions habituelles comme le découvert ou ce genre de choses. Je vous conseille plutôt d'aller chercher ce PGE qui, pour le moment, ne coûte pas grand-chose. À terme, coûtera un petit peu d'intérêt, mais qui me paraît être une vraie roue de secours dans cette période d'incertitude. Et les banques ont globalement bien réagi sur ce sujet.
Oui, alors pour compléter, aujourd'hui, que vous sachiez, pendant la première année, c'est 0,25 l'intérêt, puisque c'est ce que la BPI ne prend pas en compte. Et après, même si on n'a pas de taux d'intérêt de mentionner, il était quand même prévu dans la loi que les banques ne fassent pas de marge. Tout à Voilà. fait. Donc, même si ce n'est pas… Alors, à chaque fois, si on demande mais quel est le taux, les banques sont dans la capacité, ça dépendra du taux légal, ils n'ont pas le droit de faire de marge sur notre dos. C'est ça, Voilà. je Donc, confirme. c'est quand même important de Oui. faire appel à ce Oui. PGE. Il y aura des taux d'intérêt plus des frais de garantie qui seront pris chaque année, mais sincèrement, à mon sens, c'est négligeable par rapport Aux agios. au l'intérêt économique. Non, mais voilà, il y a votre sauvegarde économique, il y a la sauvegarde de vos clients. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat sur l'utilité de ce PGE. Au contraire, j'ai envie de vous dire, foncez. Voilà, donc vous pouvez faire PGE plus pré-Covid initiative. Voilà, donc ça peut vous permettre de passer cette crise parce qu'effectivement, on n'a pas de lisibilité du tout sur la reprise et on n'a pas de lisibilité non plus sur la situation économique. On disait 37% du PIB, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme. Le BTP, c'est les 38 autres pourcents. On voit que les deux domaines sont en difficulté, même si le BTP a redémarré avant. Donc, effectivement, ne pas hésiter. Et au pire, vous le restituez si vous ne l'avez pas utilisé. Je pense, alors ça, je n'ai pas vu quoi que ce soit écrit là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu quelque chose qui est vide, mais je n'ai pas vu de pénalité de remboursement anticipé. Pour moi, enfin non, j'ai rien vu là-dessus et la logique voudrait qu'il n'y en ait pas puisque dans 12 mois se posera la question du remboursement immédiat. Exactement. Un aspect important, c'est les pertes d'exploitation, parce que là, il y a une discussion très intéressante, et ça, là-dessus, ce serait bien d'ailleurs d'approfondir la question, parce que les assureurs, ils marchent sur des œufs, on les sent très réticents, on les a absolument pas entendus pendant la crise du Covid, ils sont inexistants, c'est un scandale, hein. Moi, j'ai plusieurs dossiers là-dessus, et il y aurait quelque chose à creuser. Alors, c'est vrai qu'on peut jouer sur la force majeure, comme tu l'as dit, avec 1218. Les banquiers, tout ça, ils sont totalement hermétiques à cette discussion. Moi, personnellement, malheureusement, et d'autres aussi sont dans le même cas, les agios, les découverts, machin, tout ça, ils ne se gênent pas pour nous matraquer. Et là-dessus, il y aurait peut-être je ne dis pas des class action à faire, mais en tout cas, une action musclée, parce que franchement, c'est un cas quand même exceptionnel qu'on a vécu. Et peut-être qu'on nous dit on va revivre ça, mais souhaitons que non. Mais en tous les cas, il y a un problème au niveau banque et assurance. Ça, c'est évident. Et là ça c'est vraiment, c'est apparu au grand jour. Et tu as parlé du tribunal de commerce du 22 mai. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est intéressant. C'est à suivre en tout cas. Je précise sur AXA, pour en avoir discuté avec un agent AXA, donc, c'est sa vision, hein, mais qui me précisait que le contrat en question, en fait, n'avait été distribué par un seul courtier, AXA, ou agent, je ne sais plus si c'était un courtier ou un agent, qui avait, par rapport à son volume, obtenu ce contrat avec ces clauses-là de manière un peu particulière et il ne savait pas si c'était une négligence d'AXA ou une volonté de libérer le contrat de ces clauses-là, mais a priori, ça concerne uniquement un courtier et c'est un nombre infime de contrats qui sont concernés par la décision dont vous parliez. Voilà. Oui, c'est sûr. Information d'AXA directe, voilà. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils essayent de noyer le poisson. Ils essayent de noyer le poisson. C'est pour ça que je précisais ma source. Oui, ils essayent de noyer, mais ce qui est intéressant, ce sont les arguments juridiques d'AXA qui sont d'une mauvaise foi insigne. Oui, parce qu'a priori, ils n'avaient vraiment rien dans le contrat. Oui, sur ce contrat-là, ils n'avaient rien dedans. Dire que le restaurateur aurait dû faire de la vente à emporter, enfin, c'est… Quand on ne sait plus quoi dire. Se foutre du monde. Ouais. Bon. Ouais, je coupe mon micro. Moi, je trouve que c'est bien tenté. Merci. Denis, tu voulais poser une question? J'avais une question. Moi, il y a une ambiguïté dans mon esprit et j'aimerais qu'on la lève, enfin que vous m'aidiez à la lever. Muriel, tu as parlé du licenciement éco et du chômage partiel. Et j'ai peut-être mal compris, mais tu semblais dire qu'il n'y avait… je ne te vois plus, mais bon, j'imagine que tu m'entends. Oui. Tu semblais dire qu'il n'y avait aucune incompatibilité entre le licenciement éco et le chômage partiel. Moi, j'avais vu une circulaire, et je n'ai pas réussi à la retrouver,
qui faisait comprendre que un salarié en chômage partiel ne pouvait pas faire l'objet d'un licenciement éco. Une société peut procéder à des licenciements éco, mais pour sa partie de salariés qui n'est pas en chômage partiel. Alors, voilà, est-ce que j'ai mal compris? Non. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir pu bénéficier, parce que là, le chômage partiel va s'arrêter quasiment pour toutes les entreprises, à part pour l'hôtellerie, la restauration, sachant qu'ils ont… Okay. Voilà. Donc, quand l'activité partielle s'arrête, parce que la personne reprend son activité normale, avec son temps de travail normal, elle peut être licenciée. Alors, on est d'accord. Voilà. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le fait d'avoir été éligible à l'activité partielle ne entièrement d'accord avec toi. Voilà. D'accord, parce que mais moi, évidemment, tu as raison, Denis. Bon, voilà, parce que moi, c'est la question que j'ai eue par des entreprises qui allaient un peu plus, enfin, qui démarrent très vite, enfin, qui partent au quart de tour. Mais elles étaient encore, le personnel était encore sous le régime du chômage partiel et elles me demandaient si on pouvait initier immédiatement la procédure. Donc, moi, je ne le ferai pas. Non, mais il n'y a rien. À mon sens, mais je crois qu'on en avait parlé avec Pascal. Oui. Et avec moi, j'avais vu une circulaire qui était très claire. Tu ne peux pas mettre en place le licenciement éco pour un personnel placé en chômage partiel. Alors, si je me permets d'intervenir, parce que c'était le thème un petit peu de la formation du mois dernier, et d'après ce que j'avais vu, moi, si la circulaire dont tu fais référence, ça doit être celle de juillet 2013, qui a été prise sous l'empire des anciennes dispositions du chômage partiel, il n'y a pas d'interdiction, à mon sens, à licencier un salarié qui bénéficie à l'instant T du licenciement du chômage partiel. Et la seule interdiction que j'avais trouvée, c'est celle visant à dire que le salarié qui bénéficie du chômage partiel ne peut pas, pendant la période de préavis, être rémunéré au titre du chômage partiel. Et à ce moment-là, la rémunération, elle incombe à l'employeur. Mais un licenciement économique pour un salarié qui reste au chômage partiel et qui va demeurer au chômage partiel pour certaines catégories d'entreprises, autres que l'hôtellerie-restauration. Parce que les entreprises du BTP qui rencontreraient encore en juillet des difficultés d'approvisionnement ou d'autres entreprises de services qui rencontreraient une baisse d'activité et qui ne sont pas dans l'hôtellerie-restauration peuvent continuer à bénéficier jusqu'au 31 décembre 2020 du chômage partiel. Donc ces entreprises-là, elles peuvent parfaitement mettre en place un licenciement éco pour ces salariés sous réserve de respecter les conditions. Mais un licenciement économique pour les salariés qui sont en chômage partiel jusqu'au jour de la notification du licenciement. À compter de la notification du licenciement, la prise en charge du salaire revient à l'employeur. C'est là où, à mon avis, vous avez, en tant qu'avocat, un rôle primordial, parce que là, pour le coup, nous, on commence à être assaillis de questions sur ces sujets auxquels on est bien incapable de répondre. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de doutes aujourd'hui techniques sur l'articulation. Je peux encore bénéficier de l'activité partielle. J'ai de la trésorerie sur mon compte. Comment j'organise tout ça pour faire d'éventuels licenciements économiques? Et je vous prends un cas très concret. Un huissier de justice qui fait partie de nos clients, qui bosse beaucoup pour l'URSSAF, qui aujourd'hui sait que l'URSSAF ne reprendra pas ces procédures avant un certain nombre de mois, qui bénéficie de l'activité partielle et qui nous pose la question, en tout cas qui réfléchit à mettre en place des licenciements économiques. Sincèrement, il y a pour moi un vrai point et alors, au-delà de la possibilité, du fait que ce ne soit pas impossible d'un point de vue légal, j'ai la question de la justification économique. Moi, je me pose la question de la justification. Oui, mais ça, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Mais je pose la question, du coup. Oui, c'est vrai. Non, c'est important aussi. Denis, je pense que la différence, justement, elle est là. Elle est c'est pas sur la problématique de l'activité partielle ou pas, mais sur la problématique de l'activité partielle. Mais même si je conserve l'activité partielle jusqu'à la fin de l'année, est-ce qu'après cette fin d'année, je peux justifier devant un conseil de prud'homme que je n'aurais pas eu l'activité ou que mon chiffre d'affaires continue à baisser et donc je suis obligée de me restructurer, de supprimer le poste, etc. D'autant qu'il faut rappeler que certains bénéficient de l'activité partielle de manière individualisée
Donc, ce n'est pas en réalité… C'est vrai. donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas licencier. J'ai déjà engagé un licenciement, mais dans des cas aussi très particuliers où les employeurs désiraient de toute manière licencier et où on peut justifier que même à l'issue, on ne pourra pas… Non, oui, mais pendant la période en elle-même, on risque de te dire, mais attendez, pourquoi vous licenciez puisqu'il ne vous coûte rien ou quasiment rien? Oui. Oui, mais ça n'a rien à voir avec qui te coûte rien. Puis je te rappelle aussi, sauf erreur de ma part, c'est que l'employeur a le choix de sa stratégie et le tribunal, le conseil de prud'homme, ne peut pas non plus te considérer qu'il y a un licenciement sans cause parce que tu as fait un choix d'une stratégie dans l'entreprise. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais enfin, tant mieux pour nous, hein. Ça va être source de conflit. Alors sachez-le, les contrôles sur l'activité partielle ont déjà commencé. Hein. Ah, ouais. Déjà. Même pour des paraît... entreprises qui étaient fermées jusqu'à il y a 15 jours. Bon. Ah oui. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ils vont pouvoir contrôler ça. On en parlait l'autre jour. Là, les modalités selon lesquelles on va faire les demandes de prise en charge de l'activité partielle se font en fin de mois. Donc, un contrôle de flagrance sur ces sujets, je ne sais pas comment ils veulent le démontrer. Arriver dans un restaurant et voir un salarié en place, on fait cette déclaration en fin de mois. Donc, je ne vois pas l'intérêt non plus. L'inspection du travail qui était venue lors d'une de nos formations, je ne sais plus si c'était la dernière ou l'avant-dernière, je crois que c'est la dernière, nous indiquait, sauf erreur de ma part, hein, Sandrine, il indiquait que de toute manière, ça se ferait à 90% ou 95% sur des dénonciations de salariés, quoi. Donc, c'est les salariés qui transmettront les éléments et donc c'est cette manière qui pourront effectuer les contrôles. Et là, ça va être beaucoup plus douloureux, effectivement. Voilà. Ça peut être beaucoup plus difficile de démontrer l'inverse. D'autres questions? Christine, tu n'avais pas des choses à dire sur le PSE en off? Voilà. En fait, c'était plus sur les mesures de prévention que effectivement, on est vraiment dans la période où il ne faut pas hésiter à se tourner vers les mesures de prévention, peut-être pas encore la posture collective de la sauvegarde, si on peut encore ne pas être en posture collective, pour une raison qui me paraît essentielle, c'est la confidentialité. Et là, l'article L611-15 prévoit un principe de confidentialité de toutes les mesures de prévention, donc que ce soit la conciliation ou le mandat ad hoc, qui est qui est d'ordre public, mais qui est même opposé aux journalistes et donc qui est également opposable aux représentants du personnel. Et lorsque les mesures de conciliation ou de mandat ad hoc ne concernent pas directement les effectifs ou les problématiques de restructuration sociale, mais évidemment, en tant que question sur la gestion, la marge générale de l'entreprise pourrait concerner le CSE, être dans le champ des attributions générales du CSE, on n'a pas à les consulter. Il y a un régime de l'information prévu par le livre 6. On n'a pas à solliciter la consultation du CSE avant le dépôt de la requête. On n'a pas non plus on a seulement, à mon avis, ça peut être la limite, c'est simplement l'information du CSE et ce n'est pas de la consultation, information du CSE lorsqu'il y a demande d'homologation de la conciliation. Et là, on n'a même pas à remettre l'accord. On ne peut pas. Non. Mais enfin, pour résumer, je crois que ces mesures, elles sont efficaces si elles restent confidentielles. Et ça peut être une chance en ce moment, là, dans les semaines à venir. Parce qu'une fois qu'on sera sorti de la période de gel, on va connaître une situation inédite d'ouverture, de redressement et de liquidation judiciaire. Les statisticiens sont en train en ce moment de travailler sur des prévisions statistiques. Encore une fois, les statistiques, c'est toujours critiquable, c'est toujours à prendre avec prudence. Mais on parle, le gouvernement est déjà informé, on va voir arriver les notes, surtout c'est à travers l'OFCE,
sur les ouvertures, les défaillances. Donc, les défaillances en termes Banque de France, c'est redressement judiciaire et liquidation judiciaire. On parle dans un scénario optimiste d'1,25 fois plus d'ouverture, de redressement et de liquidation judiciaire. Ça veut dire 75 000 au lieu de 55 000 par an sur une année, sur l'année à venir. C'est déjà un chiffre inédit. On n'a jamais connu ça depuis la loi de 85. Et dans une vision pessimiste, c'est 120 000 ouvertures de procédures collectives. Il faut voir ce que ça va être. Et dans le sud-est, ça fait partie, quand on voit les cartes de France, ça fait partie de la zone la plus impactée en termes d'ouverture, de redressement et de liquidation judiciaire. Et c'est ça qui nous arrive, c'est-à-dire une première vague après le gel. On a une période de neutralisation, comme tu as très bien signalé, souligné effectivement. Mais ça va faire d'autant plus mal après, quand on va sortir de la période de neutralisation de la cessation des paiements. Voilà, c'était juste ce que je voulais partager. Ouais, je te rejoins parfaitement. De toute manière, le tourisme au niveau national, c'est 7% du PIB. Chez nous, c'est 37%. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ça va impacter la France, mais nous, on sera beaucoup plus impactés. Donc, d'où l'intérêt ou de se former ou de travailler avec des gens qui sont formés dans la matière, mais en tout cas, de donner à nos clients, au titre de notre obligation de conseil, de les alerter et de leur donner des astuces. C'est là que ce sera notre plus-value. On aura deux plus-values. La réactivité, si on ne l'est pas, on est mort. Et la deuxième chose, ça sera effectivement de donner les bons conseils au bon moment pour effectivement essayer des sauvetages, voilà, essayer au maximum. Et je pense que, moi j'ai vu des négos là, franchement, les deux conciliations, j'ai dû passer 60 heures sur une, donc je peux vous dire que ça a été chaud bouillant, mais au final, on a évité à peu près 18 contentieux, de partir dans tous les sens, pénal, civil, loyer, enfin tout. Et je pense qu'on a vraiment notre carte à jouer, les avocats, là-dedans. Et qu'il faut qu'on aille sur ce terrain-là, puisque je vous dis, alors on ne se forme pas en 15 jours en procédure collective, c'est évident, mais en tout cas, travailler à plusieurs. C'est ça, travailler avec l'expert comptable, travailler avec des avocats qui sont spécialisés pour faire des pôles de compétences et arrêter de travailler tout seul dans nos coins. Ça, alors sauf à avoir effectivement 40 avocats dans le groupe, hein, et donc il y a un ou deux cabinets qui peuvent être dans ce lot-là, mais pour les autres, c'est même sur des nombreux, c'est pas pareil. Donc il va falloir travailler par pôle de compétences pour offrir l'entreprise, elle devient transversale là. Ça va être les procos, les PSE, le droit des assurances, le droit avec les bailleurs, les baux commerciaux. Donc, je veux dire, comme on ne peut pas tout savoir aujourd'hui, vu la spécificité de chaque matière, mon message de fin, c'est travailler ensemble. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions aussi? Bon, bah écoutez, je crois qu'on va remercier de nouveau Marielle et Kevin Kessouma d'être intervenus aujourd'hui sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on fait la prochaine 7 juillet prochain, donc on a dit à 17h. Hein. Normalement, on reprend les thèmes classiques, j'allais dire, hein, on ne sera plus dans le Covid, sauf si bien sûr on devait avoir des nouveautés entre-temps, et là on avisera. Mais sinon, Sophie, d'ailleurs, il fallait que je voie avec toi si c'était toujours bon. Normalement, c'était sur les incidences devant la cour d'appel, donc sujet beaucoup plus spécifique en droit social. Et avec Carole qui nous a confirmé pour l'actualité en début de session. D'accord, bah moi j'attendais ton feu vert parce que pour l'instant, c'était pas du tout confirmé. Donc, c'est bien, ça sera à quelle date? Le 6 juillet, c'est ça? 7 juillet, mardi 7. 7 juillet, et je traite donc les incidents devant la cour d'appel. Voilà, sauf si, bon, je t'appellerai de toute manière, mais oui. En tout cas, la prochaine réunion, ça se passera où? Ça sera pas en visioconférence, ça fait pas en Ah oui, j'ai pas rappelé pour tout le monde, ça sera toujours en visio pour le mois de juillet. En visioconférence. Tout à fait. Et on reprendra en présentiel à partir de septembre, au Campanile, normalement, s'il n'y a pas de changement. La photocopie des slides. Bon, bah, merci à tous. Je vous remercie. Et puis, à la prochaine réunion. Merci. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci aux intervenants. Merci. Merci à tous. Félicitations. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Non, je quitte pas la réunion.